Un jour que Denis et son père étaient en train de disputer une partie de ping-pong dans le jardin, madame Berger vint s'asseoir sur le porche à côté de Mehdi, se mit à lui caresser doucement les cheveux et lui posa à voix basse une question qui le fit sursauter. « Dis-moi, Mehdi, que fait ton père ?» Mehdi ne se tourna pas vers elle. Il continuait de regarder devant lui. En fait, il ne comprenait pas vraiment la question. Madame Berger voulait-elle savoir ce que son père faisait d'habitude, son métier, ses occupations, ou bien demandait-elle ce qu'il faisait maintenant, où il était? Dans le doute, il répondit dans un souffle: « Je ne sais pas. » Elle cessa de lui caresser les cheveux et le regarda d'une drôle de façon. « Comment ça, tu ne sais pas? Réfléchis bien. Tu dois bien savoir ce que fait ton père. C'est quoi son métier? » Mehdi s'obstina. « Je ne sais pas. » « Mais enfin, il te l'a jamais dit? Il ne l'a jamais dit à personne? » Denis faisait des grimaces pour déconcentrer monsieur Berger. Et celui-ci, en guise de représailles, lui tirait la langue. Ils avaient l'air de bien s'amuser, ces deux-là. Mehdi regardait sans la voir la petite balle de ping-pong faire des allers-retours insensés sur la petite table bleue. Ses lèvres s'ouvrirent, et sans savoir pourquoi, il prononça avec application: « Il est ambassadeur au Japon. » Interloquée, madame Berger se tut quelques instants, puis elle murmura: « Tu te moques de moi ?» Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Mehdi se leva et alla s'asseoir sur le gazon, très loin de tout. Pendant le dîner, madame Berger ne cessa de jeter des coups d'œil perplexes sur le fils d'excellence qui n'avait d'yeux que pour ses frites. Monsieur Berger mangeait de bon appétit, comme d'habitude, et buvait son vin en émettant des claquements de langue qui faisaient pouffer son fils. Lorsque la petite bonne entra avec un plateau de fromage, la mère de Denis cessa enfin de scruter le petit intrus et se mit à émettre des petits reniflements délicats. « Voilà une odeur bien fétide, remarqua-t-elle. Je crois bien qu'un des fromages a succombé au climat marocain. Aussi, n'a-t-on pas idée… » Denis l'interrompit. « Maman, ça veut dire quoi, fétide ?» Avant qu'elle ait pu répondre, Mehdi piailla. « Fétide, cela veut dire mauvais. » Madame Berger demanda. « Tiens, tu connais ce mot ? » « Non. »« Ah non ? Ah bon. Et alors, comment as-tu deviné ce qu'il signifiait ? » Comment leur expliquer ? Je l'ai senti. Senti le fromage ? C'est ça que tu veux dire ? Non. J'ai senti le mot. Monsieur et madame Berger se regardèrent, l'air ébahi. Mehdi eut l'impression qu'il ne le croyait pas. Il rougit, laissa glisser sa main le long de sa cuisse et se pinça violemment. Il ne toucha pas au fromage. Noël approchait. Cette fois-ci, Mehdi ne se laissa pas surprendre comme pour la Toussaint. Un dimanche, alors qu'il se trouvait seul dans l'étude avec Régnier, il interrompit l'exposé que celui-ci lui faisait sur la baisse tendancielle du taux de profit moyen pour lui demander: « Monsieur, est-ce que vous pouvez me rendre un service ?» Le pion, déconcerté, lissa sa barbe, puis fit oui de la tête. Mehdi récita d'une traite la supplique qu'il avait préparée la veille et apprise par cœur. « Monsieur, je crois que mes parents vont venir me chercher à Noël pour que je travaille chez l'ambassadeur du Japon pour gagner un peu d'argent. Mais moi, je préfère passer les vacances à lire l'univers de Denis Berger. Un temps. Est-ce que vous pourriez
leur envoyer une lettre pour leur dire que je dois rester à Casablanca et que c'est beaucoup mieux pour moi, pour les études. Il était arrivé au bout de son courage. Il se tut et se mit à lire avec application les messages gravés sur le bois de son pupitre. Moral est un con, X, M, Y, etc. Régnier était médusé. Son disciple n'avait jamais fait une phrase complète et voilà qui lui proposait de s'attaquer au système sous l'espèce d'un diplomate de l'empire du soleil levant. Un exploiteur, sans aucun doute, suppôt des Américains depuis 1945 et qui faisait travailler les fils du peuple pendant leur temps libre. Que je dois faire, camarade? Il suffit d'écrire une lettre, monsieur. Et je la signe comment? Comme vous voulez, monsieur. Donne-moi l'adresse. Je l'envoie à tes 2 parents ou à ton père. Juste ma mère. Elle s'appelle comment? Mina Khatib. Maria? C'est ainsi que madame Khatib Marie, 3 rue de la Poste, reçut une lettre comminatoire, signée d'un certain Joseph Prudhon, lui enjoignant de renoncer à son fils pendant les vacances de Noël. Le dit Proudhon ne reçut jamais de réponse de Beni Mellel, mais la manœuvre réussit. Aucun mage venu de l'Est ne réclama l'enfant quand Noël arriva. Il passa toute la semaine chez les bergers. Le repas de Noël fut un enchantement. Mehdi vit pour la première fois des plats dont il ne connaissait jusque-là que le nom: huîtres, truffes, langoustes, foie gras. Du sud-ouest, précisa M. Berger. Ce n'est que là qu'on sait le faire. Il s'était rendu compte de l'émerveillement dans lequel baignait leur hôte, et se faisait un plaisir de tout détailler. Il lui parla des truies chercheuses de truffes, de l'art de choisir les huîtres, des 13 desserts de Noël, tradition méridionale. Sa femme le taquina, le mettant au défi d'en réciter la liste. Il releva le gant avec bonne humeur et se lança dans une énumération hésitante sous les encouragements de Denis qui rythmait chaque nom d'un coup de cuillère sur son verre. Ping. La pompe à l'huile. Ping. C'est quoi ça? Une espèce de brioche sucrée à l'huile d'olive, une brioche plate. Elle est parfois faite à la fleur d'oranger. Quoi d'autre? Des figues. Ping. Des raisins secs, des pommes et des poires. Ping, ping, ping. Tu sèches? Ah ah, des nougats, du melon. Il s'arrêta. Madame Berger triompha. Hableur, tu n'en connais pas la moitié. Inquiet à l'idée que les 2 adultes allaient peut-être se quereller, c'était forcément sa faute, Mehdi demanda au maître de maison. Pourquoi dit-on réveillon? Bonne question, répondit-il d'un ton solennel. Et je vous remercie de me l'avoir posée. Reprenons un temps normal. Autrefois, le souper précédant la messe de minuit était maigre à cause de l'Avent. On se rattrapait en rentrant chez soi, donc fort tard. On restait réveillé pour ses agapes. Une volaille, des saucisses, des plats qui avaient mijoté dans l'âtre, et puis le dessert. À propos, où est le champagne? Il se leva d'un bond, courut à la cuisine et en revint brandissant une bouteille comme un trophée. Et il se mit à l'ouvrir avec force grimace, la pointa en l'agitant sur sa femme qui se protégea le visage en protestant. Ce n'est pas drôle. Puis il y eut une sorte d'explosion et un flot d'écume jaillit du goulot. M. Berger se saisit adroitement de 2 flûtes et les remplit en même temps, passant de l'une à l'autre d'un mouvement souple du poignet. Puis il se mit à remplir les 2 petits verres qui se trouvaient sur la table.
Madame Berger l'interrompit. « Pas lui, chérie, pas Mehdi, les musulmans ne boivent pas d'alcool. »« Mais ce n'est pas de l'alcool, c'est du champagne, » protesta M. Berger. « Arrête de dire des bêtises. » Les trois Français sablèrent le champagne, même Denis qui eut droit à 2 gorgées. Mehdi regardait son verre rempli de limonade, puis, se sentant observé, il y porta les lèvres sans boire. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. Madame Berger alla mettre un disque sur le pick-up. Elle prit un ton d'institutrice pour annoncer « La petite musique de nuit de Mozart, par la Philharmonie de Berlin dirigée par Karajan. Je viens de l'acheter. Écoute avec attention, Denis, c'est très beau. » M. Berger, enfoncé dans son fauteuil, se mit à battre la mesure en faisant de grands mouvements des bras, mais le regard courroucé de sa femme l'arrêta en plein élan. Il haussa les épaules et se mit à contempler le plafond. Mehdi écoutait de la musique classique pour la première fois de sa vie. C'était comme des volutes de sons qui montaient avec grâce dans son salon, à l'assaut du silence, et en même temps, chaque note distincte semblait insolente, très sûre d'elle-même. On ne pouvait pas se soustraire à l'harmonie de l'ensemble, à ces vagues vives qui vous emportaient sans cesse vers d'autres vagues qui prenaient le relais. À la demande de Denis, on réécouta la petite musique de nuit. C'était encore plus féerique la première fois. M. Berger était sorti dans le jardin pour fumer un cigare. Madame Berger remarqua l'espèce de ravissement qui avait saisi Mehdi et lui demanda « Tu as l'air d'apprécier Mozart? Tu aimes cette musique? » ?»« Oui, madame. »« Vraiment, tu aimes bien? » ?»« Oui. » Elle prit un air soupçonneux. « Vraiment? Tu me dis pas ça juste pour me faire plaisir? Non. »« Mais qu'est-ce que tu y trouves? » Il ne répondit rien. Aucun mot ne se présentait pour décrire ce qu'il venait d'éprouver. Elle se tourna vers Denis. « Et toi, mon chou? C'est très beau, maman. » Elle lui sourit et, se penchant, l'embrassa sur le bout du nez. Entre-temps, M. Berger était rentré, suivi par une forte odeur de tabac. Il se mêla à la conversation. « Distribution générale de bisous? Et moi? Et Mehdi? » »« Encore faut-il le mériter, » répliqua malicieusement madame Berger. « Et comment? » ?»« Eh bien, parle-moi de Mozart, par exemple, et de façon convaincante. » »« Amédée, grand garçon un peu je m'en foutiste, et même je m'en flûtiste, qui, poussé par son père, fit une carrière convenable, hélas interrompue par un requiem, le fameux requiem de Mozart. Par ailleurs, c'est surtout son géniteur, Léopold, qu'il faudrait louer pour avoir su reconnaître et développer le talent de son fiston. On méconnaît les pères, hélas. Tu n'es pas sérieux. Et notre petit Mehdi, sa bise, qui nous parle de musique d'abord. M. Berger regardait Mehdi, l'air comiquement désolé, comme s'il voulait dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». Volant à son secours, Mehdi s'éclaircit la voix et récita 4 vers que M. Bernard lui avait appris. De la musique, avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. M. Berger éclata de rire pendant que sa femme réprimait un sourire. Denis dit calmement « Il est comme ça, Katib. Il raconte des trucs, on se demande d'où il les sort. » « On sait bien d'où ça sort, » répliqua sa mère. « C'est la première strophe d'art poétique de Verlaine. La question que je me pose est comment un enfant de 10, 11 ans est-il capable de réciter du Verlaine?
Ce n'est pas au programme de la 6e, je suppose. Ou alors, les temps ont vraiment changé. Denis continua. Même en classe, il sort des trucs bizarres. Sans transition, il est le premier en français. Madame Berger, toujours pas revenue de son étonnement parnassien, interrompit Denis. Comment ça? Tu veux dire qu'il est le premier des Marocains? Non, c'est lui qui a les meilleures notes de tous. Elle fronça les sourcils. Mais alors, vous ne faites pas beaucoup d'efforts, toi et la fille de Kirchhoff, et le fils Fetter, et les autres, Loviconi, et la petite Bernadette. Non, maman, on fait tout ce qu'on peut. Il est plus fort que nous. Elle secoua la tête et fit la grimace pendant que M. Berger la regardait, l'air faussement scandalisé. Mais enfin, Ginette, pourquoi un petit Marocain ne pourrait-il pas être le premier de la classe? Tu n'es quand même pas raciste. Madame Berger répliqua vivement. Oh, je t'en prie, on ne dit pas des mots pareils, même pour plaisanter. Tu oublies, mon oncle est mort en déportation. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.